Au centre, ici, nous traitons l'actualité avec ceux qui les font. Aujourd'hui, dans quelques minutes, je serai avec le président Willy Michiki, président de UNANA. Il est également président, il siège dans la conférence de président de l'AFDC allié, regroupement cher au sénateur Bahati Lukwebo, lui qui est président du Sénat. Mais avec lui, nous allons également parler de l'actualité. L'anniversaire de Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila est modèle pour la démocratie africaine? Également, nous allons parler de la mort de Kitenge Sou, qui était ce haut représentant du chef de l'État, et aussi parler de l'actualité en général. Vous savez que l'actualité est dominée par la proposition de loi de Noël Tchani, l'éruption à Goma, la bonne gouvernance revient sur la table. Quelles sont les réformes efficaces? Quelles sont les réformes efficaces à mettre en place pour éviter la crise en 2023 pour les élections? Tout ça, on va en parler dans cette émission. Mais nous rentrons du côté de la réalisation pour prendre un élément de l'honorable Ados Ndombasi, l'élu de l'ECD. Nous allons également prendre cet élément, puis nous allons revenir pour essayer de placer un mot par rapport à cet élément et puis continuer notre émission. Si hier, la reconstruction du pont Bongolo dans la commune de Kalamou était un rêve, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Car les travaux de la reconstruction de ce pont ont déjà commencé et sont en pleine évolution. Cette action est la suite des interpellations et pressions aux autorités par l'honorable député national Ados Ndombasi, élu de la Funa. Ces pressions faites sur plusieurs chaînes de télévision, dont notamment dans l'émission Bossolona Politique officielle, animée par le journaliste d'investigation Israël Mutombo. Ados Ndombasi avait promis de s'impliquer pour que le travaux soit effectivement lancé. Na travail dans parlementaire en tant que député national. Na komi Mbalebele, na komeli Ngobila, na komeli premier ministre, na komeli ministre infrastructure pour bongisa banzela ya Bongolo. Dernièrement na kuta na Ngobila a confirmé que musala ya Bongolo ezobanda lelo. C'est ce qu'il m'a confirmé. Après, si on a un numéro indien à riche, Oyo a Kotonga Balabala Bongolo. Comme il m'a dit qu'il y a un lelo, indien on a aye barango, na kobana kobenge chaque jour. En homme de terrain, l'élu de la Funa est lui-même descendu la fois dernière lors de la première phase de travaux pour s'imprégner personnellement de ce que le maître d'œuvre l'avait promis. À cet effet, Ados Ndombasi affirme qu'il va suivre ces travaux de près jusque dans sa phase finale. Moi, je ne suis là que pour faire un contrôle à mon niveau. Donc, chaque jour, en tant que député national, n'a vérifié mes travaux. Et M. Arish Aza au courant que je viendrai tous les jours. Ayant appris que le pont Bongolo a été démoli, l'honorable Ados Ndombasi, toujours dans sa salopette orange, est descendu lui-même sur place pour s'enquérir de l'effectivité de ce travaux. L'élu de la Funa s'est dit très heureux de l'évolution de travaux, car après les lobbying menés sur le problème de ces coins, les travaux sont en pleine exécution. Aujourd'hui, je suis content d'arriver sur les lieux et de découvrir que la réhabilitation du pont Bongolo a effectivement commencé. Mon rôle de député national me demande de faire pression sur eux pour permettre aux habitants de Kalamou, mais aux Kinoises et Kinoises, de vivre dans des meilleures conditions. Je suis content qu'après tout le lobbying que j'ai pu faire, qu'après toutes les rencontres que j'ai eues avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, aujourd'hui enfin, les travaux du pont Bongolo ont commencé et je tiens à apaiser les habitants de Kalamou, mais les Kinoises et Kinoises, ils doivent savoir ceci, que leur élu, Ados Ndombasi, va suivre avec beaucoup d'attention la réhabilitation, mais surtout le respect du calendrier. Quelques riverains ont salué l'engagement de l'honorable Ados Ndombasi dans la réalisation de travaux de ces ponts. En tout cas, honorable, na boakelier, ba fleur et belé. En tout cas, vraiment, coup de chapeau. Asa Moussa Malam, a connaît toujours boyé, Batnet Olukande, bango ene na mboka. Vraiment, na sepeli. Alors, le honorable, yemoka koti magambango. Vraiment, baza mingite, vraiment honorable.
Nzamba pambola yo. Rappelons que c'est depuis 2019 que l'honorable Ados Ndombassi avait adressé plusieurs lettres au gouverneur de la ville de Kinshasa, au ministre des Infrastructures et au Premier ministre pour la réhabilitation de ces ponts. 3 ans après, les travaux ont finalement débuté pour une durée de 6 mois à la satisfaction de tout le monde. Voilà, des retours sur ces plateaux, un très bel élément de l'honorable Ados Ndombassi. C'est ça aussi le travail d'un député. Hein. Il ne faut pas seulement donner des polos, ou moins encore chercher à soudoyer les gens, mais aussi faire un lobbying auprès des décideurs pour que le gouvernement central ou provincial puisse également faire son travail comme il faut. C'est ce que l'honorable Ados Ndombassi a fait. Il est également député de l'UCD, il siège au Parlement, il n'est pas dans l'Union sacrée, il n'est pas encore dans le Warrior, mais quand même il a posé des actes, c'est visible. Président Willy Michiki, salut d'abord. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. J'ai suivi l'honorable Ados Ndombassi. Je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, moi je n'ai pas compris, depuis que l'AFDEL est arrivé dans ce pays, l'avenir Bokassa a été l'air bête noire. Je n'ai jamais compris pourquoi cet avenir qui était pourtant vraiment qui embellissait la ville. Je me rappelle, moi, qui ai vécu dans ce quartier-là autour de Fitas, Barumbu. Donc c'était l'avenir qu'on empruntait tout le temps. Mais depuis l'arrivée de l'AFDEL, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai l'avènement de l'Union sacrée. Comme l'Union sacrée, c'est les changements, nous voudrions quand même que cet avenir puisse revêtir quand même son embellie de l'époque, parce que c'était une des graves. Vous savez, les pommes dans la commune de Kinshasa est traversée par 2 grandes avenues, Kasavubu et Bokassa, qui sont des sens uniques. Et du moment où Bokassa n'était plus praticable, les gens étaient obligés de créer d'autres avenues, d'autres passages à l'intérieur de la commune, soit de Barumbu, soit de Kasaï ou bien l'autre. Et c'est ça qui a fait que les avenues même de l'intérieur se sont détériorées. Alors que ça, c'est une des grandes avenues. Je n'ai jamais compris. Je crois que vraiment, je salue l'avènement de l'Union sacrée. Et je crois que l'honorable Ndombassi doit être reconnaissant que vraiment ce gouvernement, c'est un gouvernement du peuple qui attend les cris de larmes des populations de Kinshasa pour revêtir de sa véritable robe de l'époque. Moi, je suis quinois, je connais cet avenir-là. Je suis vraiment content que les témoignages viennent de quelqu'un, surtout qui est de l'ECD. C'est vraiment, donc, il représente Fayoul. Donc, je crois que Fayoul aujourd'hui reconnaît les efforts du gouvernement de Warrior. Ok, donc, honorable Ndombassi, il doit remercier le gouvernement Warrior. C'est le gouvernement qui a fait, c'est l'argent du gouvernement. Tout à fait. Son plaidoyer est exécuté. Parce qu'il a ouvert une porte qui était déjà libre, quoi. Voilà. Okay. Voilà, avec vous, on va parler des sujets importants. Vous savez qu'il y a les réformes qui s'annoncent. Les réformes, quelles sont les réformes efficaces à mettre en place pour éviter la crise électorale en 2023? Nous allons en parler. Éruption à Goma, ça reste d'actualité. Il y a la mort de Kitengeye. Hier, vous étiez au Four au Moulin. Qui était cette personnalité auprès du chef de l'État? Et aussi, nous allons parler de la bonne gouvernance, parce que le gouvernement de Warrior doit donner les résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gouverner ces pays? Est-ce que ce gouvernement est un gouvernement capable ou incapable? Et aussi, avant tout, commençons d'abord par celui qui a fait de vous ministre à son époque, Joseph Kabila Kabange. 50 ans, son anniversaire, ça s'est fait. Un mot, l'âge de la sagesse. Qui représentait Kabila pour vous? Oui, d'abord, je dois dire que j'ai été ministre avant que Kabila même ne vienne au Congo, à la du Congo. J'étais ministre à 26 ans. Mais Kabila, vous avez quand même reconduit. Oui, c'est bien sûr, il m'a reconduit par mes connaissances, j'apprécie beaucoup. Je souhaite meilleurs vœux et joyeux anniversaire au président de la République et à sa sœur jumelle. Vous savez, j'ai beaucoup de sympathie pour Joseph Kabila comme un être humain. C'est quelqu'un de très sympa, quelqu'un qui aime bien taquiner les gens, qui fait des petites blagues tout en état sérieux. Donc je l'aime bien comme ça. Bon, peut-être on peut avoir des divergences sur les plans professionnels ou politiques, mais en tout cas,
comme être humain, je l'aime bien. Et puis il faut dire que son épouse est une sœur et on a grandi ensemble à Goma. Olive Lembe Kabila, Olive Lembe, que je salue, ma sœur. Donc je souhaite vraiment, je crois que 50 ans, c'est l'âge de sagesse. Je dois saluer quand même une chose, hein, c'est-à-dire que malgré son jeune âge, 50 ans, ce n'est pas encore vieux, mais c'est quand même quelqu'un qui a atteint la sagesse plus tôt. Il faut reconnaître que ça va 18 ans au pouvoir dans un pays comme ça, et Kabila ne venait de rien, ce n'est pas facile. Et il faut dire que son calme aussi, moi, c'est une des leçons que j'ai apprises chez Kabila, le calme. Puisque parfois, nous sommes habitués sur très mal. Comme ça même, je dis toujours, quand je lis dans les réseaux sociaux les Congolais insulter les Rwandais, donner même toutes les stratégies que nous avons au pays voisins, et ils s'exposent. Mais par contre, les gens de l'Est de l'Afrique ont quelque chose que nous, Congolais, on devrait, je crois, apprendre. C'est le calme. Parler moins et poser plus d'actes. Et ça, Kabila s'est beaucoup inspiré de cette sagesse-là lors de sa jeunesse passée en Tanzanie, entre autres. Il y a ceux qui pensent que Kabila, oui, c'est un homme calme, mais très malin. Son silence, mais il agit au détriment de la population en général. Ça, c'est le langage de l'opposition à l'époque. Oui, j'ai dit que, bon, je peux dire qu'il est filou, mais plutôt, j'ai dit que Kabila, vous savez, Kabila, il vient de Néa, c'est pas comme nous. Nous, on a vécu ici, on a exercé des fonctions. Il est venu presque de Néa, il s'est retrouvé général, président de la République. Vraiment comme une baguette magique. Évidemment, il y a eu la baguette magique de son père, qui était dans l'opposition, dans les maquis, qui est devenu président aussi par presque les mêmes faits. Alors, Kabila, le problème c'est quoi? Il ne connaissait pas bien les Congolais. Et les pauvres, les gens ont abusé de sa bonne foi. Les gens ont abusé de sa sagesse. Je ne dis pas que Kabila est foncièrement mauvais, non, pas du tout. Les gens, quand il est venu, les gens ont voulu d'abord le faire endormir par l'argent. Ils l'ont fait miroiter des milliards de dollars, des richesses qu'il n'avait pas. Et pendant que lui s'occupait de là-bas, à regarder tout ce qu'il a accumulé comme richesse, les gens étaient en train de faire la politique à son nom. Je crois, je ne veux pas citer ici les noms. Les gens ont profité de sa naïveté. De sa naïveté, mais Kabila n'est pas foncièrement mauvais. La preuve, il faut reconnaître quand même que Kabila, c'est le père de l'alternance. Il pouvait aussi résister, comme les autres chefs d'État dans les pays voisins qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Lui, il n'a fait que 18 ans et il a accepté de partir. Donc il faut aussi quand même mettre ça sur les comptes de Kabila, que ce n'est pas aussi un dictateur comme on le pensait. Il y a ceux qui pensent que Kabila, il est le père de la démocratie. Êtes-vous d'accord? Non, il n'est pas le père de la démocratie, puisque nous, on a combattu Kabila comme dictateur, avec les Tshisekedi et les autres. Donc Kabila est le père de l'alternance. Ça, il faut le reconnaître, puisque j'ai dit, son mandat, ces 2 ans, ces 2 mandats étaient arrivés à terme. Il pouvait résister, il pouvait créer même d'autres crises, comme on l'a vu ailleurs. Mais il s'est plié on doit dire, il y avait la pression américaine, la pression occidentale, mais oui, les pressions, on en a toujours connu partout. Mais il pouvait tenir tête à ces pressions-là. Puisqu'il y a des chefs d'État qui nous entourent aujourd'hui, qui tiennent tête et qui sont là, et qui sont reconnus par ces puissances, soi-disant démocrates. Donc je dois dire que nous devons reconnaître que Kabila est sage, il a accepté, et c'est comme ça que moi j'ai dit, on n'a pas intérêt aujourd'hui à créer des problèmes à Kabila, à lui créer des procès, puisque ce que j'ai conseillé à Kabila, et je continue à le dire encore ici, et je suis content qu'il m'écoute quand je parle, je lui ai dit que de ne pas se laisser entraîner par les soi-disant collaborateurs qu'il avait, à qui il a tout donné pendant 18 ans. Vous faites allusion à Chadari, non, je ne vais pas citer leurs noms, puisque quand je cite leurs noms, on les connaît. Tous ceux qui ont entouré le chef de l'État, son cabinet... Des gens braves, intelligents à côté des Kabila. Oui, intelligents. Maintenant, malheureusement, ils ont utilisé leur intelligence pour créer le chaos. Regardez aujourd'hui, le gouvernement de Warrior est là. Depuis seulement le 26 février et le 26 avril, même pas à 1 mois, 1 année, 2 ans. Mais les recettes aujourd'hui, nous avons une réserve d'échange de plus de 2 milliards de dollars. Nous allons parler de la bonne gouvernance. C'est pour dire que l'argent était là, mais c'est justement cet argent-là qu'on récupère aujourd'hui. Ce n'est pas Kabila qui le prenait seulement, c'est tous ses collaborateurs justement. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire? Il y a ceux qui nous regardent, peut-être ils n'arrivent pas à bien vous comprendre. Vous dites ici que Kabila, c'est un dictateur, vous l'avez combattu vous, et Etienne Tshisekedi et l'opposition à l'époque.
Et en même temps, vous dites que non, il est le père de l'alternance. Voilà. L'alternance est une valeur dans la démocratie Non, ou non, pas? il faut faire une nuance Okay. entre la démocratie, qui est la pratique de la bonne gouvernance, hein, qui est résumée par la pratique de la bonne gouvernance, donc respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, le respect des deniers publics, lutte contre la corruption, la concussion, qui est tout à fait différent d'un acte qu'on peut appeler l'alternance. L'alternance, c'est quoi? En général, il n'a fait que respecter la Constitution. Même les gens qui ne sont pas des démocrates, je ne dis pas que Kabila est démocrate, non. Kabila pour moi n'est pas démocrate. Mais Kabila est le père de l'alternance. Il lui-même a senti que, et il a bien joué ses cartes. Je vous dis que, puisque s'il avait résisté, Dieu seul sait ce qui lui serait arrivé aujourd'hui. C'est un jeune, regardez, il a à peine 50 ans aujourd'hui. Donc il a encore un avenir après lui. Et puis il y a une vie après la présidence. Mais je suis devant un scientifique. Restons sur les termes. Lorsque vous parlez d'un dictateur, c'est celui qui s'impose, c'est celui qui viole même les lois de la République parce qu'il s'est dit « je suis un homme fort ». Mais quand Kabila ne viole pas la Constitution, il dit « je vais respecter les deux mandats » et à la fin il cède le pouvoir. Vous dites qu'il est le père de l'alternance. Est-ce que l'alternance est une valeur dans la démocratie ou pas? C'est une question directe. Non, l'alternance est une partie de la démocratie. Ce n'est pas. Donc Kabila, ce n'est pas un vrai dictateur. Non. Pas dire que le Kabila, il faut dire que si Kabila a quitté le pouvoir, c'est par contrainte aussi. Ce n'est pas de sa propre voix. C'est comme Mobutu à l'époque. Mobutu d'ailleurs, il était suffisamment courageux. Il a même laissé couler les larmes des crocodiles, encelés quand il a fait. Lorsqu'il a dit, il prenait congé du MPR. Donc je dois dire que Kabila a été contraint de quitter le pouvoir. Mais il pouvait aussi résister, comme j'ai dit. Mais il a été sage pour ne pas résister. Mais parler de Kabila comme démocrate, moi j'ai dit non, il n'a pas été démocrate, puisque nous l'avons combattu, on a combattu beaucoup de combats. La preuve, puisque la démocratie, ce n'est pas seulement laisser le pouvoir. Non, la démocratie, ça se vit au quotidien. Ce sont des pratiques quotidiennes. Ok, j'étais avec un acteur politique majeur du PPRD sur ces plateaux. Il dit un acteur politique ne meurt pas. Donc Kabila aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir, il est à Tungakati. Donc si vous devez lui donner un conseil à ceux qui pensent que Kabila va faire de rentrée politique, ainsi Kabila veut revenir dans la scène politique, un conseil, ça serait mieux qu'il puisse répondre les choses, ou ça serait mieux qu'il reste tranquille là où il est? Oui, moi je crois que les conseils que je donnerais à Kabila, vous savez, lorsqu'on a assumé des charges aussi prestigieuses que les fonctions de chef d'État, on ne doit plus descendre très bas. On ne doit plus être dans des petits débats de caniveau. On est au sommet de l'État. On devient patrimoine de la République. Kabila aujourd'hui, je crois, n'a pas intérêt à revenir aux affaires, comme même à faire la politique. Il va faire quoi? Mais il n'est pas le premier. Il y a les présidents africains qui sont revenus aux affaires. Mais c'est ce que moi j'ai dit, mais quelle a été leur fin? Ils ont connu tous des faits tragiques, malheureusement. Les Kérékou, tous ces gens qui sont revenus après, ils n'ont pas réussi. Donc moi je crois que Kabila a fait son temps. Aujourd'hui, Kabila devrait être le premier partenaire politique de Tshisekedi comme son conseiller, puisque c'est le seul qui a l'expérience de ce fauteuil-là de chef d'État. Kabila n'a pas besoin de faire le bras de fer à qui que ce soit, et moi je crois que même nous Congolais, on n'a pas besoin de combattre Kabila, on doit le respecter comme notre ancien chef d'État, à moins que lui ne se place pas dans ce fauteuil-là. Ok, une question directe, une question de curiosité, entre Kabila et Kagame, selon vous, qui est le vrai frère de Félix Tshisekedi? Moi, je crois que Kagame est plus, il a dit lui-même, qu'il se sentait mieux avec Tshisekedi que Kabila, puisque depuis, je peux dire, moi je suis de l'Est du Congo, je suis de Goma, je vous dis, depuis l'avènement de Kabila, il n'y a plus d'incursion rwandaise chez nous au Congo, il n'y a plus de conflit même le long de la frontière avec le Rwanda. Donc Kabila et Tshisekedi est plus proche à Kagame, pas comme, puisqu'il s'adonne à Kagame, mais plutôt c'est quelqu'un qui est venu avec une vision. Vous savez, le problème du Rwanda était simple, c'était avoir un leader à Kinshasa qui pouvait le sécuriser à 2000 km. Et Félix a réussi à faire ça. Vous savez, aujourd'hui, les chefs des FDLR, Moudara Tchoumo, c'était impossible de mettre la main sur lui, mais c'est sous Tshisekedi. Nous, on a dénoncé plusieurs fois, même les coins, là où il était, on a donné ça au service de Kabila. Mais puisqu'il y avait des collaborateurs de Kabila qui étaient en connivence avec les FDLR,
Ils n'ont jamais mis la main sur lui. On a mis la main sur Mudachumura. On a réussi à réduire à 90% la capacité de nuisance de FDLR et Interamo. Ce qui a rassuré le voisin rwandais. Alors le Rwanda dit, oh, j'ai alors un partenaire sérieux qui aussi s'occupe de ma survie politique. Vous savez que le Rwanda, c'est un petit pays très fragile et nous avons une longue frontière avec eux. Alors s'il y a un leader au Congo, comme les gens le disent, on va tourner les canaux vers le Rwanda n'attendra pas qu'on tourne les canaux vers eux. Ils vont anticiper. Et c'est tout à fait logique. On a vu aux États-Unis, quand il y a un groupe de terroristes quelque part, c'est eux qui sont les premiers à aller les bombarder à 20 000 km en Afghanistan. Ils n'attendent pas que les terroristes viennent aux États-Unis. Donc c'est là tout à fait normal. Donc nous avons réussi avec le Messie Félix à sécuriser le Rwanda. C'est pourquoi Kagame ne s'est pas gêné à dire qu'il se sentait mieux avec Félix que Kabila. Donc selon vous, Tshisekedi le fils, il est le vrai leader qui est Kabila? Non, c'est-à-dire qu'en termes de contrôle de l'appareil de l'État, Félix contrôle mieux que Tshisekedi et que Kabila. Kabila, en fait, c'était un chef d'État qui régnait mais ne gouvernait pas. Mais Félix gouverne. Vous avez vu vous-même que Félix descend sur le terrain. Combien de bâtisses ont été même inaugurées par Kabila? Combien de fois vous avez vu Kabila lui-même présider des conseils des ministres? Je vous donne des cas. Je vous dis peut-être c'est sa façon. Chaque chef d'État a sa façon. Mais en tout cas, on sent Félix plus présent dans les Congolais, dans les vécus quotidiens des Congolais que Kabila. La fois passée, j'étais avec vous sur ces plateaux. Cette émission a fait ronde du monde. Vous avez dit ici que Kabila n'était pas venu au sommet de l'État en République démocratique du Congo pour gérer bien ces pays et donner les solutions au peuple congolais, mais plutôt il était venu faire ses affaires. On vous a attaqué sur la toile. Les gens de Kabila ont dit que vous ne maîtrisez pas ce que vous avez dit. Pourquoi vous avez dit cela? Non, c'est ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire que lorsqu'on voit Kabila, j'ai dit Kabila n'est pas aussi mauvais qu'on le croit. Kabila était mal entouré. Il croyait que les collaborateurs qu'il a choisis, qu'il a façonnés, puisque 90% de ses collaborateurs viennent d'Inéa, vraiment, de rien vraiment. C'est lui qui les a façonnés pendant 18 ans. Mais curieusement, ces gens-là ne géraient pas pour Kabila, ils géraient pour eux-mêmes. Et ils ont distrait Kabila dans les affaires. C'est vrai, Kabila fait des affaires. C'est pas mauvais de faire des affaires, mais on ne peut pas sacrifier les intérêts de l'État pour les affaires privées. Donc Kabila a sacrifié la RDC pour ses affaires privées. Non, oui, ça dit que les fonctions du chef de l'État, il exerçait moins que ses affaires privées. Et c'est comme ça que vous avez constaté aujourd'hui que l'appareil de l'État est vraiment au bas de l'échelle aujourd'hui. Tous les paramètres étaient au rouge. Lui croyait, il comptait sur ses collaborateurs. Malheureusement, ses collaborateurs ne travaillent pas pour lui, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est comme ça, comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, qui a eu à diriger un des plus grands partis ici, le PPRD, que ces partis-là puissent s'effondrer comme ça directement, puisque les gens qui étaient là, on a montré qu'ils n'avaient pas de conviction. Tous nous ont rejoints aujourd'hui à l'Union sacrée. Donc il a même été incapable de convaincre ses plus proches collaborateurs. Les hommes fidèles, nous avons les Shoki Tundu, mais oui, mais avec Kabila. Mais qu'est-ce qu'il représente? Mais il représente quoi? À l'opinion. Mais les poids, moi j'ai dit, les poids politiques au niveau national, ce sont des gens qui ne sont que porteurs de leur propre nom. Moi je vous dis, en 2023, nous allons aux élections. Nous verrons maintenant comment ces gens-là peuvent se faire élire. Vous pensez que Chadari... Puisque la CENI maintenant sera une CENI... Moi je ne dis pas, je voudrais... Le MINA qu'on fait plus de voix ici, hein? Il y a les mots... Moi j'ai même appris à Idiofa, sur la liste, je vous renvoie, parce que vous êtes un journaliste d'investigation, allez regarder la liste, la première liste qui a été déposée, qui a été publiée par la CENI, les candidats retenus pour la circonscription électorale d'Idiofa, les noms de Minakou Aubin n'y seraient pas figurés. Donc Minakou, c'est un fraudeur. Non, moi j'ai dit qu'on n'a pas compris comment il a été élu, parce que vous me dites qu'il a été brillamment élu. Il était candidat à Il est député national. Il est député national. Moi j'ai mon parti, INANA, à travers les RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales, et avait des candidats alignés dans la circonscription électorale d'Idiofa. À la sortie de la liste définitive, on n'a pas vu les noms de Obemina.
Comment il s'est retrouvé d'après alors sur la les liste? rapports, Comment il est devenu député national? Vous pensez qu'il a été nommé, pas élu? Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. J'ai dit selon les rapports qui m'ont été présentés. Et même, j'ai même suivi après des contestations. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas loin. 2023, c'est bientôt. Maintenant, la CENI ne sera pas sous la coupe d'un politicien ou d'un groupe d'intérêt. La CENI sera indépendante, telle que déjà on est en train de la peaufiner aujourd'hui au niveau de la Chambre basse. Nous espérons que les résultats qui seront ici de 2023 reflèteront réellement la volonté des Congolais. Parce que vous avez parlé de la CENI, c'était aussi un sujet qu'on allait aborder. Quelles sont les réformes efficaces pour éviter la crise électorale en 2023? Les idées, la MOCA a proposé, l'Union Sacrée, apparemment vous n'avez pas encore proposé jusque-là. Il y a ceux qui proposent, Noël Tchani aussi propose. Et vous, l'Union Sacrée, je parle présentement d'abord parce que vous êtes là, UNANA, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les réformes que vous pensez ça peut verrouiller la CENI pour qu'il n'y ait pas assez de problèmes en 2023? Oui, d'abord, nous, l'Union Sacrée, nous n'avons pas d'autres projets à proposer que celui d'autres propositions à faire que celle de notre collègue membre de l'Union Sacrée, mon frère l'excellence Adolphe Lutundula. Lutundula, Christophe. La loi Lutundula. Lutundula a présenté une proposition de loi sur la réforme de la CENI qui était malheureusement mise dans le tiroir avec le bureau sortant, avec l'avènement du bureau de l'Union Sacrée. C'est ce projet qui est en examen. C'est notre projet, nous, à l'Union Sacrée, où nous ne voulons pas que la CENI soit politisée. Nous voulons mettre des garde-fous et surtout réduire puisqu'on a constaté dans la CENI, parce que le président de la CENI avait beaucoup de pouvoirs et les autres n'étaient que là pour l'accompagner. On a voulu réduire ces pouvoirs-là et la donner plutôt plus à la plénière. Ce sont des innovations et puis on a insisté aussi que la société civile soit présente. Puisque à l'époque, vous avez constaté que la société civile, même si le président venait de la composante et confession religieuse, mais le président était vite récupéré par les politiques. Alors nous voulons cette fois-ci mettre fin à tout ça et nous espérons que le projet de loi, l'examen, la proposition de loi qui est en examen aujourd'hui presque au stade final, pourra rencontrer réellement les préoccupations des Congolais qui ont décrié les élections de 2018. La proposition de loi Lutundula, il y a la MOCA qui pense que c'est une proposition qui ne rencontre pas le vrai problème des élections en République démocratique du Congo, mais plutôt il fallait dépolitiser réellement cette institution, la CENI, mais la loi Lutundula ne permet pas que l'institution soit réellement dépolitisée. Bon, d'abord, il faut dire d'abord que ce n'est pas correct, puisque quand Christophe Lutundula a déposé ce projet de loi, il était dans l'opposition avec SID, avec la MOCA, avec tout le monde. Il a même déposé ça comme la MOCA. Et, cette proposition-là, je vous dis, était examinée au niveau de la MOCA. Et Fayoulou était là, et les Adolphe Muzito, tous ont porté leur touche à ce travail-là, bien fait par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, si est décrit, moi je dis alors, vraiment, il faudra alors amener un saint peut-être pour qu'on puisse nous croire, puisque, vous savez, lorsque vous faites une proposition de loi, les députés ne sont pas des moutons de paniche qu'on amènerait à l'abattoir, qui vont l'avaler, ils vont discuter et puis... Ils feront l'autopsie de la loi. Bien sûr, ils ont amené des améliorations sur cette proposition de loi, et parmi les améliorations, nous avons trouvé que la meilleure façon de dépolitiser la CENI, c'est d'y avoir des politiques dedans. Des politiques qui se contrôlent, mais tellement que ces politiques qui sont là, même la société civile, n'auront plus rien avec leurs partis politiques. Et ils vont démissionner de leurs partis politiques, ils vont démissionner de leurs organisations politiques. C'est ça l'indépendance de la CENI. Mais vous ne pouvez pas dire que la CENI, c'est on y met la société civile. Ça ne marcherait pas. Depuis 2006, les présidents de la CENI ont toujours été issus de la société civile.
Mais ils nous ont donné des élections chaotiques. C'est pour dire que la société civile aussi n'est pas aussi crédible qu'on puisse le croire. Mais là, nous avons voulu maintenant faire des innovations en mettant des contrepoids. Et vous allez voir que dans les bureaux, il y a l'opposition, il y a aussi la majorité, nous qui sommes de la majorité, et la société civile. Comme ça, nous, les trois composantes, c'est surveillé. Quelle opposition vous parlez? Parce que la vraie opposition, selon la MOUCA, c'est eux les résistants. Si vous prenez l'opposition comme PPRD, je ne sais pas. Non, la MOUCA n'est plus dans l'opposition puisque le coordonnateur du présidium de la MOUCA est avec nous dans l'Union Sacrée. L'opposition aujourd'hui... Il a été chassé au sein de la MOUCA. Non. Vous voulez doubler encore la MOUCA? Les pratiques que vous condamnez à l'époque de Kabila, monsieur Donc moi je dis qui va chasser qui? Puisque aujourd'hui, vous savez, la MOUCA, ce n'est pas seulement Bemba, Katumbi, Mouzito et Fayoulou, non. Ils ne sont que membres d'une coordination, c'est tout. Mais la MOUCA a la conférence des présidents, dont je faisais partie. Tous ces gens-là, les Sessanga, les Mouyambo, les Ewanga... Vous vous réclamez aujourd'hui encore de la MOUCA? J'étais dans la MOUCA, je suis plus là, je suis maintenant dans l'AFDF. J'ai dit, c'est eux qui doivent décider normalement. S'il y a conflit, c'est eux qui doivent décider. Or, quand vous regardez tous ces partis politiques, je vous dis, 98% sont aujourd'hui, reconnaissent à la personne de Moïse Katumbi comme coordonnateur du présidium de la MOUCA. Donc c'est pour vous dire qu'on peut raconter ce qu'on veut. Bon, moi je dis, pour moi en tout cas, la MOUCA n'est pas dans l'opposition. L'opposition aujourd'hui, et là nous l'avons dit très bien, l'opposition pour nous est représentée, même si elle est vraiment infime, mais le représentateur c'est le PPRD et alliés. Comment vous va voir l'opposition comme PPRD du moment que vous avez les membres? Non. Attendez, du moment que vous avez les membres du PPRD au gouvernement. Non. C'est une chose un peu compliquée. D'ailleurs, au moment où nous parlons... Liaou est du PPRD, mais il est avec vous. Oui, comment il peut être encore dans l'opposition? Mais Liaou était un élu du PPRD, mais qui a rejoint l'Union Sacrée. Lorsqu'ils ont régné l'Union Sacrée, vous savez, il y a eu une résolution, donc un arrêt de la Cour, qui a donné libre choix. La réponse 1453. Voilà, qui a donné libre choix aux députés d'aller où ils voulaient. Et qui, je peux dire en des termes terre à terre, que les députés ne sont pas les garçons de course de leurs autorités morales. Donc, et cet arrêt-là, à force de loi, vous savez qu'en vertu des articles 39, de l'article 39 de la Constitution, les arrêts de la Cour ne se discutent pas. Donc c'est un arrêt qui s'impose. Et c'est à ce titre-là que Liaou, quoique un membre du PPRD est aujourd'hui avec nous dans l'Union Sacrée. Donc, mais il a coupé, il ne fait plus partie du parti PPRD comme groupe parlementaire. Monsieur Willy Michiki, regardez la caméra. Cette émission, nous allons la garder. Vous prêchez l'état des droits. Vous voulez que les choses s'arrangent, mais apparemment, vous appuyez ce qu'on ne peut pas appuyer. Donc, vous êtes là à la destruction même de l'état des droits. Non, moi je voudrais pas. Comment peut être de l'opposition et aussi être au pouvoir? Vous pensez affaiblir Fayoulou comme ça? Non, pas du tout. Moi je dis que les membres du PPRD qui avaient rejoint l'Union Sacrée ne sont plus dans l'opposition. Mais il y a une petite poignée de élus du PPRD qui sont restés. Ils sont au nombre de plus de 100 et quelques. Qui ne dépassent pas même 11, hein, qui se sont j'ai dit PPRD, on parle aussi du FCC, ils sont nombreux. Avec FCC, ils arrivent à 50 comme ça. Donc, qui se sont décidés eux-mêmes de constituer une opposition. Et c'est comme ça que d'ailleurs, dans les bureaux du Sénat, comme dans les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, on a réservé un poste à cela. Pour l'Assemblée nationale, les rapporteurs adjoints est un poste qui est revenu à l'opposition. FCC, donc, qui est ici, en fait, ce sont les cendres du FCC, mais qui, l'ossature principale, se constitue autour des caciques du PPRD. Vous pensez que la loi Lutundula suffise pour qu'on ait les bonnes élections en 2023? Tout à fait, j'ai foi à cette loi-là. C'est une loi qui a été très décortiquée, non seulement à la plénière, mais aussi à la commission PAJ. Et je crois que c'est une loi qui nous permettra, en 2023, d'avoir des élections qui ne seront pas contestées. Mais le problème dans ce pays, c'est quoi? C'est que nous avons une loi et nous avons son observance. Okay. Si cette loi était bien observée, si cette loi était bien appliquée, je vous dis sincèrement, il n'y aura plus de conflits
post-électoraux comme on l'a constaté dans les passés. Monsieur Willy Michiki, vous êtes souvent un prophète des malheurs pour les uns, un prophète des bonheurs pour les autres. Vous avez prédit l'Union sacrée, aujourd'hui l'Union sacrée est là. Vous avez suivi ces derniers temps, les débats à surgi. Moïse Katumbi a répliqué concernant la proposition de loi de Noël Tchani, quand il dit, vous les soi-disant intellectuels congolais, vous chantez l'hymne national sans percer la profondeur de l'hymne national, on est unis dans les sorts et dans l'effort. Pensez-vous que si la proposition de loi de Noël Tchani passe, il y aura une guerre terrible au Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce qui était arrivé en Côte d'Ivoire? Bon, je ne pense pas de guerre. Je crois que parler de guerre, c'est trop exagéré. Mais je crois qu'on n'est pas à l'aise avec cette initiative-là. Ce n'est même pas une proposition de loi. Cette initiative... Proposition, parce que maintenant... j'ai parlé avec Noël Tchani, c'est déjà entre les mains d'un député pour... Ça sera une proposition de loi lorsqu'un député pourra la déposer au bureau. Okay. C'est déjà entre les mains d'un député. Au moment où nous tenons cette émission, je suis en contact permanent avec le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, où d'ailleurs mon autorité morale y est comme président. Il n'y a aucune proposition de loi dans ce sens qui a déjà été déposée au bureau. Donc, on ne peut parler qu'aujourd'hui qu'il y ait d'initiative. Moi, j'ai dit à Tchani lui-même, je vous l'avais reçu plusieurs fois dans cette émission, j'ai dit à Tchani quelque part, où nous étions avec lui dans un salon IP, pendant 40-45 minutes, on a échangé. Moi, j'ai dit, Tchani, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien les Congolais qui réfléchissent. Mais le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun. Aujourd'hui, nous sommes en train de consolider l'Union sacrée. Nous sommes en train de consolider l'unité nationale. Lorsque vous amenez des lois comme ça, qui cherchent à exclure certains Congolais, nous reculons en arrière. N'oubliez pas que ça fait presque 25 ans que la partie orientale de notre pays est en instabilité, en insécurité généralisée. Mais je vous dis, les Congolais ont une courte mémoire pour oublier que tout est parti du problème de la nationalité, du fameux loi-là des droits acquis, de Banyamulenge et consorts. C'est tout est parti de là. C'est comme ça même que les gens sont allés prendre les armes pour revenir ici avec des Congolais, les Mosées et consorts, revenir ici au pays, réclamer leurs droits. Et nous sommes allés à San City, on a corrigé ça. Rappelez-vous que ce que Tchani amène, ce n'est pas de nouveau. La constitution zaïroise parlait des Congolais d'origine. Mais c'est ça qui nous a créé des problèmes. Est-ce qu'avons-nous sincèrement besoin de revenir encore 25 ans en arrière? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est... Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur? Pourquoi? On n'a pas peur. Il faut faire preuve de courage et puis s'assumer. On est Congolais. Il faut être Congolais des pères et des mères pour être président de la République. Pourquoi vous avez peur des étrangers, si voilà. je peux le dire? Moi, je vais dire d'abord, mon inquiétude, c'est quoi? C'est que nous devons concentrer nos efforts aujourd'hui vers l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir d'abord restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donner à manger aux Congolais, donner les soins médicaux aux Congolais, permettre à nos enfants de pouvoir étudier. C'est ça qui devrait nous préoccuper aujourd'hui. Je ne vois pas cette incise-là qu'on introduirait dans la loi sur la nationalité qui apporterait du nouveau. S'il y avait un précédent parmi les chefs d'État qui ont précédé Félix Tshisekedi, je comprenais plus. Ah non, il y a tel président, puisqu'il est de telle origine, il a voulu amener le pays à tel endroit où il voulait trahir les intérêts de notre pays. Mais quand je vois tous les présidents les chefs d'État qui ont précédé Félix Tshisekedi, aucun d'entre eux n'a eu même de velléité de trahir les intérêts vitaux de la République. Donc il n'y a pas aujourd'hui à craindre. Même les chefs d'institutions, quand on prend même le président des assemblées nationales ou du Sénat ou les corps constitués, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, cette initiative-là, aujourd'hui, n'a pas de raison d'être. Ça ne va que nous diviser pour rien. Et puis en plus aujourd'hui, non, Delphin, c'est important. Je l'ai dit même à Tchani. J'ai dit à Tchani, puisqu'on ne voit que les métiers, est-ce que les gens ne comprennent pas? Vous vous mariez avec un Sénégalais noir, ou même quelqu'un de Centrafrique noire, un Congolais. Il y a un enfant qui est là. Cet enfant-là, puisqu'il est noir, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que moi, je viens de l'Est. Et je vous dis, nous qui sommes frontaliers, comme même les gens du Kasaï,
Au Kasaï, là, vous avez beaucoup, chez Tchani même, vous avez beaucoup de mélanges avec les Angolais, beaucoup. Et je vais savoir, on va compter à partir de quelle génération? Puisque vous pouvez être aujourd'hui des pères et des mères congolais, mais si votre grand-mère ou votre grand-père ou arrière-grand-père était angolais, était soudanais, quel serait votre sort? Alors, les cours et tribunaux vont être inondés de procès qui n'en finiront jamais. Je vous dis, c'est bien de le dire. Est-ce qu'on peut, à part les métiers, est-ce qu'on peut démontrer pour les autres qui est congolais d'origine et qui ne l'est pas? Donc c'est une boîte à Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. Une boîte à Pandore qu'on doit vraiment fermer, mettre au placard et oublier. Et même sceller ce placard-là. Mais M. Noël Tchani craint de l'infiltration. Il dit que même M. Laurent Désiré Kabila, quand il était venu, il avait regretté qu'il avait amené un conglomérat d'aventuriers, les gens qui voulaient les richesses de la République démocratique du Congo, mais ils n'ont pas l'amour de la République. Je vous illustre un élément. J'ai suivi l'émission de notre consoeur, ma consoeur que je salue bien, Sylvie Bongo. Elle avait reçu l'ambassadeur de Rwanda, Vincent Karega. Et c'était une révélation terrible quand Vincent Karega dit qu'il avait la nationalité zaïroise. Il a fait avec cette nationalité ici, en République démocratique du Congo, plus de 20 ans. Et puis à un moment, quand il a vu que le calme s'est installé au Rwanda, il est rentré là-bas pour récupérer la nationalité d'origine rwandaise. Aujourd'hui, il est rwandais, mais il y a ses frères, ils ont été enterrés ici. Une telle personne, s'il était resté zaïrois ou congolais, un jour, il devient président de la République. Vous ne voyez pas les dangers? Voilà, moi... Un exemple clair. Non, moi je vais d'abord dire pour les cas précis de Vincent Karega, l'ambassadeur de son excellence, que je salue en passant. Il avait notre nationalité. Non, moi je vais dire, pourquoi nous, Congolais, nous ne voulons pas qu'on dise la vérité? Pourquoi on ne voulait pas la vérité? Dis-nous la vérité. Vincent Karega est né sous mes yeux, à Walikale, chez moi, dans mon village. Son père était infirmier en chef. À l'époque, on n'avait pas de médecin. Le responsable de l'hôpital de Walikale, c'était son père. À l'âge de 2 ans, il est allé à Massissi, et notre territoire ici. Ils ont vécu là-bas, jusqu'à Goma. Il a fait ses études même universitaires à Linilour. Et cet homme-là est rentré, puisque ses arrière-grands-parents sont venus du Rwanda. Il est rentré au Rwanda. Et le Rwanda dit que ça, c'est notre fils. Il nous renvoie à lui. Mais on doit être aujourd'hui content. On devrait capitaliser cet homme-là, puisque lui, il parle lingala, il parle chiluba, il parle les langues locales, il parle même kinyanga, ma langue à moi du village, que moi-même, en tant que coutumier, je ne maîtrise pas bien. Mais cet homme-là, nous devrions le capitaliser, puisque ça devrait être notre porte-parole vis-à-vis de son gouvernement. Ce n'est pas les agents doubles de telle Pas du tout, moi je dis que mais nous devons être fiers même d'avoir des gens qui se reconnaissent en Congolais. La force de l'Israël, c'est quoi aujourd'hui? Tous ces juifs-là qui sont éparpillés partout, américains, français, belges, se reconnaissent aussi en citoyens israéliens. Et ils défendent Israël. Vincent Karega devrait défendre les intérêts du Congo au Rwanda. Et quand on l'a envoyé, je suis sûr que Kagame nous a fait un clin d'œil pour dire « Je vous envoie votre fils ». Puisque si j'envoyais quelqu'un d'autre, vous alliez dire que je vous envoie un espion. Mais nous, maintenant, on nous envoie quelqu'un de chez nous, qui a vécu ici, qui nous connaît, avec qui on mange le matamba, les fumbois, les kwanga. On veut lui faire des problèmes. Non. Vous avez suivi les propos de Vincent Karega avant que la Mouka marche, qu'il retourne chez eux. Il niait même le mort congolais tombé. Hein. Non, moi je vais... Vous savez... Une telle personne, il n'est pas... Quand l'excellence... Vincent Karega prend la parole. Il est d'abord lui chez lui. Il est seulement rwandais s'il est papier. Mais il a vécu ici comme toi et moi. Peut-être même, il a vécu. Il y a même des gens aujourd'hui. Avec l'amour du roi. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont avec nous aujourd'hui aux affaires, qui ont passé toute leur vie à l'étranger, qui ne connaissent pas le Congo autant que Vincent Karega. Et lui, il faut comprendre que quand tu parles, il a aussi du Congolais dedans. C'est tout à fait normal. C'est comme nous, on a des enfants qui sont nés aux États-Unis. Mes enfants, moi, me disent, papa, oui, we don't care about Congo. Ils me disent que c'est d'abord les États-Unis. Quand tu as vraiment l'hymne national chanté américain, mes enfants s'arrêtent pour faire ça comme ça. Moi, je dis non, ils ne connaissent même pas. Donc, c'est l'amour. Un enfant comme ça, tu l'amènes ici. C'est un enfant de chef coutumier. Mais il est américain. Vincent Karega, nous devrions au contraire aujourd'hui profiter de la présence de Vincent Karega pour harmoniser nos relations avec le Rwanda. Parce que lui nous connaît mieux et il connaît aussi le Rwanda. Il était le mieux placé pour plaider
les cas. Parce qu'on n'a pas besoin de faire la guerre. Vous avez vu lors de l'éruption volcanique, la première sortie des Congolais, des Gomatraciens et Gomatraciennes, c'était Gisenyi, le Rwanda. Et aujourd'hui, Kagame même, il plaide. Il a plaidé au niveau international l'aide aux déplacés de Goma. Lui, un président étranger. Puisque même lui, Kagame, Kagame a vécu où? Mais il est né, je crois, même pas au Rwanda. Kagame, je crois, il a vécu en Tanzanie et en Ouganda. C'est ce qui justifie même les liens qui ont même abouti à l'instauration de East African Community. Donc, la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc on peut dire que Vincent Karega, c'est notre frère. C'est notre frère. Moi, je dis Vincent Karega, c'est notre frère. Il a la nationalité rwandaise, mais c'est notre frère. Parce qu'il est né ici, au Congo. Le président Félix a raison d'appeler les Banyamulenge nos frères et d'appeler Kagame notre frère. Donc par rapport à l'histoire... Les Banyamulenge, mon frère, Delphin, ne faisons pas de l'amalgame. La loi sur la nationalité est claire. Et Congolais, c'est lui dont les ascendants ou l'ethnie s'est trouvée sur les frontières nationales à l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc les 30 juillet 60. Les 30 juillet 60, les Banyamulenge étaient là. Évidemment, ils ne s'appelaient pas Banyamulenge parce que Mulenge, c'est une colline, mais cette ethnie-là était là. Moi, je sais que ce sont des Tutsis qui habitent le sud Kivu. Ils étaient là, donc ils sont des Congolais. Donc le président Tshisekedi a raison. Et je confirme ce qu'il a dit, que les Banyamulenge sont des Congolais. Donc Noël Tchani doit retourner voir les... Noël Tchani est de bonne foi, mais il n'a pas vécu ici. Tout ça, donc, tout ce que je vous raconte ici, il n'a pas vécu ça. D'histoire de la République démocratique du Congo pour ne pas s'aimer le feu. Il est de bonne foi, Tchani, de bonne foi, mais seulement qu'il n'a pas la bonne information. Nous avons vécu ça. Nous avons vécu des tueries. Il y a eu des centaines de morts à cause de cette histoire de nationalité, ici au pays. Alors, et à l'Est, chez moi à l'Est. Donc, ces discours-là, même chez moi, ça ne peut pas passer, parce que nous, on a dépassé. Alors, si Noël Tchani montre quand même la volonté, il peut avoir des cours de recyclage chez vous, facilement. Non, pas de cours, mais je voudrais seulement qu'il puisse interroger l'histoire. Je lui ai dit moi-même, quand on était à deux, sans témoin, il peut vous le témoigner. Il est de bonne foi, mais il ne connaît pas d'où nous venons. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'on a vécu il y a 25 à 26 ans. Il nous reste 3 minutes. Président Willy Michiki, parlons des Goma, parce que vous avez dit ici qu'il y a... La situation, elle est catastrophique. Il y a même nos réfugiés, disons les Congolais qui sont partis prendre réfugiés au Rwanda. Mais j'étais avec le vieux Maurice Iliko ici, le dernier chargé de mission de Mobutu, qui dit il craint que lorsque nos frères là vont revenir, qu'ils rentrent avec les Rwandais pour infiltrer les Congos. Est-ce que c'est aussi votre crainte? Je salue d'abord mon ami Likouye. Bon, je comprends, lui ne connaît pas la région. Il ne connaît pas... Même s'il revenait avec ces Rwandais-là, où est le problème? Puisqu'il n'est pas interdit aux Congolais de marier quelqu'un d'une autre nationalité. Et puis, ce n'est pas aux Congolais de les amener. La frontière congolaise, c'est la plus poreuse du monde. Donc, ils peuvent même entrer si ils le voulaient. Donc, ça, ce sont des histoires, bon, pas des débats de caniveau, mais c'est de la comédie, quoi. Ça fait rire, c'est bien. Merci. La dernière question, la bonne gouvernance, la bonne gestion de l'État. Pensez-vous que le gouvernement de Warrior va relever les défis de la bonne gouvernance? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont là. Et à l'unanimité, les gens disent qu'il y a vraiment un changement. On sent... Il y a un changement, vous êtes... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les comités économiques consultatifs qui l'a dit, qui a confirmé que vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre, malgré la baisse de prix des minéraux stratégiques sur les marchés internationaux, mais en tout cas, notre économie commence à mieux se comporter. En tout cas, qui pouvait croire qu'on pouvait réduire les billets d'avion? Qui pouvait y croire? Les billets d'avion. C'est une réalité, parce que moi j'ai un témoignage de quelqu'un qui dit que c'est pas une réalité. Non. C'est-à-dire les discussions sont presque conclues. On attend seulement de passer à la pratique. Et les taux d'échange aujourd'hui, vous avez constaté, aujourd'hui quand même, les taux, depuis que les Warriors sont là, les francs... Mais les prix sur les marchés, les choses ne changent pas. Président Willy Michiki, regardez la caméra, des derniers mots. Qui était Kitenge Yesu pour vous? Pensez-vous que c'est une perte énorme à la présidence de la République? Oui, j'ai eu la chance de fréquenter Kitenge Yesu d'abord dans la Deuxième République, à l'époque de Mobutu, quand il était ministre d'abord des communications et plus tard quand il était conseiller du chef de l'État. Et je me rappelle, quand il m'a découvert que je réfléchissais bien, il m'a fait venir avec Chimbombo Mukuna,
qui est sénateur aujourd'hui, sénateur Tshimombo Mukuna, il peut le témoigner, Tshimombo Mukuna, et on se réunissait souvent à l'IPEN, dans la résidence IP de Tshimombo Mukuna, avec le général Mayele pour peaufiner des stratégies. Et c'est là où j'ai découvert l'homme qui était un des meilleurs stratèges de ce pays. Mais plus tard, nous nous sommes retrouvés avec le patriarche Kitengezu dans le conseil des sages de rassemblement des forces politiques et sociales actives au changement. Et je me rappelle qu'à l'absence de Tshisekedi Etienne, c'est lui qui présidait le conseil des sages. Donc il a vite changé, il a compris, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il était devenu même, je peux dire, l'un des artisans de l'union sacrée que nous avons aujourd'hui, et même des consultations convoquées par le chef de l'État. Donc c'est une perte énorme pour la nation, mais particulièrement pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui je présente les condoléances et à la famille.